Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe, mais aussi féminine hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leurs performances dans différents domaines. Ce soir, nous allons parler de mode, de cinéma et de leur univers glamour, mais pas que. La mode, le cinéma, au-delà des apparences, jouent aussi un rôle dans l'évolution des mentalités. La mode et celle qui l'incarne accompagnent souvent l'émancipation des femmes et l'évolution de la condition des femmes. Je reçois pour parler de ces sujets, et bien d'autres, Kautar Boudraja, ancien mannequin, devenu aujourd'hui égérie d'une grande marque de cosmétiques. Elle a été aussi animatrice télé dans une grande chaîne. Elle est également actrice et évolue dans cet univers dit de paillettes depuis plus de 20 ans, mais avec un fil conducteur, son engagement pour la cause des femmes et le combat pour ses droits et sa liberté. Kautar Boudraja, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Bonsoir Aïcha, ou devrais-je dire bonjour ou bonsoir Madame Skhri, grande dame que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir invité. Quel honneur et quel bonheur d'être là face à vous. Car vous savez pertinemment que vous avez été parmi les femmes qui m'ont initiée à ce que l'on appelle la cause féminine et à ce qu'on appelle l'activisme, si l'on peut réduire ça à ce mot-là. C'est gentil, Kautar. Je note ça, merci beaucoup. En tout cas, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine dit de glam, de paillettes, etc. Comment vous avez démarré au départ? Pourquoi avoir choisi le mannequinat? Vous étiez très jeune, non? J'étais très jeune et puis j'étais surtout en quête d'indépendance financière. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux et puis on n'avait pas une plateforme qui nous permettait aussi d'évoluer dans ce métier-là. C'était une case passagère dans ma vie. Je savais que je voulais être là, dans un contexte bien précis, pour une durée bien précise. Mais comme je le dis souvent, il n'a jamais été question que j'y reste. À partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais être qu'un porte-manteau, qu'un pot de fleurs, ça a été très difficile pour moi, très très difficile pour moi. Mais vous l'avez fait longtemps? Non, pas très longtemps. Je l'ai fait 2 ou 3 ans. Oui, quand même. Oui. Bon. Non, je ne m'en plains pas. C'était un démarrage. Maintenant, c'est vrai que la femme que j'étais, au-delà de l'aspect physique ou du côté un peu glamour de la chose, avait envie de prendre la parole. Et c'est vrai que ce sont des métiers sur lesquels on ne peut pas prendre la parole sur des sujets sérieux ou des sujets engagés, car encore une fois, nous parlons d'une période lointaine et nous ne parlons pas des réseaux sociaux d'aujourd'hui ou de cette liberté de parole que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, un mannequin peut prendre la parole, un mannequin peut être engagé. Avant, ce n'était pas le cas. Oui, c'était bien dissocié en fait. Ceux qui devaient s'habiller, fermer leur bouche et puis les autres qui pouvaient parler. C'était clairement une case qui portait préjudice aux femmes, soyons clairs. Donc vous avez une personnalité très très forte, K.O., parce que vous avez voulu justement prendre votre indépendance dès vos 18 ans. Mais ma question, pourquoi vous n'avez pas continué vos études par exemple? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a été imposé? C'est quelque chose qui m'a été imposé. Vous savez, je ne parle pas forcément de mes années d'adolescence ou du milieu auquel j'appartiens. Je parle du milieu social, bien évidemment. J'appartiens à une famille qui ne partait pas en vacances. Nous ne partions pas en vacances. Et donc, je ne souhaite pas du tout faire dans le misérabilisme, loin de là. Mais disons que nous nous attaquions aux fondamentaux. C'est-à-dire que nous avions droit à l'éducation, nous avions droit aux petites sorties les samedis après-midi, peut-être même une fois par mois, mais nous n'avions pas de bonus, nous n'avions pas d'activité parallèle. Donc le jour où j'ai décidé de partir de chez moi, parce que je suis partie très jeune tout de même, il a été question que j'arrache une espèce d'indépendance financière, mais malheureusement, vu les conditions de travail dans lesquelles j'évoluais, il m'a été impossible de poursuivre des études en même temps. De par le fait de devoir assurer des défilés le soir, de par le fait de devoir assurer des déplacements pour des shootings, il m'a été difficile de faire ça. Mais je voudrais aussi signaler autre chose, et ça c'est vraiment un message pour les jeunes. Vous pouvez être cultivé et non pas forcément instruit. Et si vous avez les deux, ça serait formidable. Oui, absolument. Et on peut s'instruire toute seule. Et de plusieurs manières. Et exactement. La lecture a joué aussi un rôle important dans ton éducation. Oui, ça a été une passion que je partage avec mon oncle, Allah yarhamou, qui était professeur de français. Et puis clairement, c'est quelqu'un qui m'a transmis cette passion. Et à travers lui, j'ai compris qu'on pouvait lire même des choses qui
qui ne nous plaisait pas forcément, parce que le début d'un livre ne ressemblait pas au milieu, et encore moins à la fin. Et c'était ça, il me disait toujours, tu as du mal avec les 20 premières pages, et puis ensuite tu vas baigner dedans, et tu vas voir que ça aura forcément une valeur ajoutée dans ta vie et dans ton apprentissage. Et ça a été le cas. C'est vrai. Ouais. C'est ce qui a construit cette personnalité de Kauthar, qui est quand même connue pour ses coups de gueule, ses coups de colère, parfois un peu intransigeante. Il y a un petit peu cette image de vous, Kao, non? Forcément, si. En fait, c'est une image sur laquelle je ne travaille pas. C'est pas un choix que j'ai fait. Je pense que très jeune, j'ai compris que je n'évoluais pas forcément non pas dans le bon environnement, mais dans l'environnement dans lequel je souhaitais évoluer. On me dit souvent quelles sont les femmes qui vous ont inspiré dans votre enfance pour être qui vous êtes. Mais croyez-moi que toutes les femmes avec lesquelles j'ai grandi représentent le contraire de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma famille, une femme au foyer, c'était un privilège. Elle ne travaillait pas. Ah oui, elle s'en vantait. C'est-à-dire, j'ai baigné dans ce milieu-là. Plus traditionnel, en fait. Ah oui, plus conservateur, mais très honnête. C'était une approche très honnête. Ce sont des femmes qui ont fait le choix de rester à la maison. Et puis, elles vantaient les mérites des femmes au foyer, que je salue par la même occasion. Bien sûr. Maintenant, est-ce que j'étais dans une configuration où je pouvais aussi éventuellement avoir accès à ce qui pouvait se passer dans la tête d'une femme qui travaille? Non, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, ce qui m'a réellement motivée, c'était la quête d'aller voir ce qui se passait ailleurs que dans mon foyer. C'était ça, aller à la rencontre d'autres femmes qui ne ressemblaient pas forcément à ma maman, à ma tante. Donc, en fait, vous êtes construit par, par contradiction, quelque part. Exactement, et clairement. Est-ce que vous avez été jugée pour ça ou pas? Bien évidemment. Difficile. J'ai été jugée par les plus proches. Ça m'a coûté une décennie de froid avec mon père. Allah yarhamou, ça m'a... Oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je peux encaisser tous les coups parce que j'en ai reçu de ma famille. Donc voilà, aujourd'hui on en parle avec beaucoup de recul. Aujourd'hui mes rapports avec ma mère sont extraordinaires. Elle me dit souvent, j'ai grandi aussi à travers toi. Oui, parce qu'elle n'avait pas non plus de modèle. Exactement. Et on ne peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'avoir des réflexes sur des choses qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait l'existence. C'est formidable, c'est formidable. Oui. Alors, Kao, après le mannequinat, vous avez opté pour la télé, finalement, non? Ou c'est la télé qui est venue vous chercher? Vous avez passé ce fameux concours-là de Star Academy? Oui, c'est la chansonnette. C'est fou. Oui, j'ai poussé la chansonnette. En tout cas, c'était un échappatoire pour moi. Je ne pouvais pas avoir une porte de sortie. Il ne se passait rien ici. Et puis, il y a eu cette télé-réalité. Là encore, on parle d'une période bien lointaine où rien n'était accessible, où il a vraiment fallu passer plusieurs castings, convaincre plusieurs personnes et s'initier à certaines disciplines comme le chant, la danse, le théâtre. Et donc j'ai été admise, non pas pour mes qualités de chanteuse, je suis une piètre chanteuse, je l'avoue, je l'ai souvent dit, mais comme c'était une télé-réalité, c'était surtout par rapport à mon tempérament et par rapport à mon caractère. Ils se sont dit, on va avoir de la matière avec celle-là. Absolument. Et en fait, vous êtes sortie en tant que présentatrice, parce que ça vous a permis de vous révéler à vous-même et trouver un nouveau métier. Exactement, c'est fou. La vie nous fait faire des choses extraordinaires. Donc il paraît que je me suis faite remarquer par mon insolence. Il paraît qu'il faut ça aussi pour se mettre face à une caméra. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, parce que si on rase les murs, on se fait pas remarquer non plus. Voilà. Et donc ensuite, une émission à la télé, puis une émission interdite aux hommes. Donc exactement. Là, on a un point commun, là. Oui. Une émission C'était l'émission féministe que j'ai lu quelque part que ça a été un moment que vous avez adoré dans votre carrière. Ah oui, parce que c'était un peu... c'était le trophée. J'étais la petite Marocaine qui évoluait en Tunisie, qui avait débarqué en petite chroniqueuse glamour sur une chronique qui durait 5 minutes. C'était l'image mannequin qui vous poursuivait, non? Mais oui. Je ne pouvais pas tirer un trait définitif sur cette période de ma vie. Parce que c'était ça aussi la raison pour laquelle les gens venaient me chercher. Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui, et puis j'ai fait un peu... j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire pendant 6 mois. Et puis, j'ai pas arrêté de réclamer un peu plus. Alors, je suis passée d'une chronique mode à une chronique culture. J'étais bien. Alors, Il y avait de l'avancée. C'était super. Ouais. Alors, les mardis, j'étais en tailleur, et puis les vendredis, j'étais en robe de soirée. Ouais. Mais j'étais heureuse. J'étais très heureuse. Et puis, on m'a confié une grosse émission de mode aussi, dans sa version maghrébine. J'ai adoré. C'était un peu la version maghrébine d'une émission italienne, Non Solo Moda. Mais alors là, c'était le sacre. Et puis, à un moment, la chaîne ne pouvait plus se passer de moi.
Et je l'avais compris. Ça y est, vous avez mis votre marque en C'est place. C'était chaos. C'était chaos réel. C'était chaos. Et puis, j'arrêtais pas d'apprendre. Vous le savez très bien, j'ai vécu en Tunisie. Je ne prenais même pas de vacances. Je travaillais de 8 h du matin à minuit. Et j'ai commencé à aller un peu dans tous les bureaux. Donc, je n'étais plus la petite chroniqueuse. Je me suis convertie en rédactrice. Et puis ensuite en présentatrice, pour terminer en productrice. Et donc, le jour où on m'a demandé si je voulais partir, et j'ai dit que j'étais sur le départ, on m'a demandé ce que je souhaiterais avoir pour rester. Qu'est-ce qu'on pouvait... On vous a demandé votre avis sur ce que vous vouliez faire. Le jour où on m'a demandé mon avis, j'ai dit que je voulais produire et présenter une émission féministe maghrébine. D'accord. Et qui a eu du succès, hein? Parce qu'on y recevait aussi des femmes qui étaient interdites de territoire en Tunisie. C'était très compliqué aussi de recevoir ces militantes. C'est vrai qu'à l'époque, la situation en Tunisie n'était pas très reluisante en matière de liberté, On me demandait clairement de rentrer chez moi. Ah oui, carrément. Et de faire attention à moi. Voilà. Donc ça a été une période intéressante. Très. Alors, aujourd'hui, vous êtes quand même arrivé. C'est vrai, le mannequinat vous poursuit toujours, mais vous avez été choisi par une grande marque de cosmétiques, L'Oréal Paris, pour ne pas les citer. En tant qu'égérie ambassadrice, comment ça s'est passé et c'est quoi le rôle en fait d'une ambassadrice L'Oréal? Je sais que vous avez participé à leur campagne stand-up là, contre le harcèlement de rue, etc. Exactement. Comment ça s'est passé le début? Qui c'est qui vous a repéré? Comment ça s'est passé? Vous savez, nous nous connaissons depuis bien longtemps avec le groupe et ce sont des gens qui ont vraiment vécu un peu mon évolution à travers les différentes disciplines auxquelles je me suis attaquée. Et vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, toutes les marques se doivent d'être engagées. Surtout lorsqu'on se dit... c'est plus une tête bien faite, c'est aussi une tête bien pleine qu'on recherche, non? Ah oui, parce qu'il y a tout de même ce volet prise de parole. Alors c'est bien beau d'être un pot de fleurs, mais encore. Alors aujourd'hui, lorsqu'on aborde certains sujets sur lesquels on ne peut pas se permettre des faux pas ou sur lesquels on ne peut pas se permettre d'improviser un discours quand il n'est pas sincère, quand il n'est pas authentique, on ne peut pas. Et ça, ce sont, si vous voulez, les fondamentaux d'un choix d'ambassadrice. On appelle ça une ambassadrice parce qu'elle fait office de porte-parole des causes que défend la marque. Alors sur le stand-up, et vous l'aurez remarqué, je suis plus sur le volet engagé de ce groupe que sur la promotion de leurs produits. C'était un choix que j'ai fait. D'accord. Nous nous sommes abordés, il y a eu un petit rapprochement sur la campagne Infaillible. C'était la première fois que ce groupe réunissait des femmes, je dirais, maghrébines. Oui, c'était la première fois qu'ils s'ouvraient sur le continent africain et arabe. C'était fou, mais c'était aussi une session témoignage où chacune de nous a raconté un peu son parcours. C'était quelque chose qui n'a jamais été fait, pas dans le monde de la cosmétique, mais sur ce volet pan-arabe. Et c'était juste magnifique. Donc on avait travaillé sur ça, sur la campagne Infaillible, qui était vraiment un guise de booster pour l'image de la femme marocaine et arabe, rappelons-le aussi, car nous avons longtemps été définis par des gens qui ne nous connaissent pas. Ça aussi, c'est une autre problématique. On a été aussi représentés par des gens qui ne nous ressemblaient pas du tout. Hein, les mannequins, etc., qui étaient là à l'époque. Exactement. Mais ça c'est... On ne peut pas s'identifier non plus. Clairement. Mais nous-mêmes avions un problème d'identité. Sur plusieurs volets, sur plusieurs sujets. Donc c'est quelque chose, c'est une histoire, ou plutôt c'est un sujet qui est en train d'être traité, mais avec beaucoup de prudence. Alors on veut, mais on ne veut pas. Alors on veut, mais on ne veut pas complètement plonger dedans, parce que ça va nous ramener vers d'autres terrains dont on se passerait bien. Voilà. Et donc avec L'Oréal, oui, ça a été Infaillible, et ensuite le stand-up, parce qu'ils sont venus me chercher par rapport à ce que je faisais déjà. C'est-à-dire qu'ils sont venus chercher une activiste, de toute façon, sur un sujet qui est, je ne dirais pas minime, mais qui n'est pas aussi fragile que les sujets que je traite, et qui est plutôt, je ne dirais pas, enfin je parle de l'approche est plutôt gentille. C'est-à-dire plutôt, par rapport à l'annonce, enfin par rapport au groupe de cosmétiques ou par rapport à vos actions? Non, par rapport aux autres actions, par rapport aux autres... Alors, quelles sont ces actions que vous entamez? Alors, on n'a pas terminé votre parcours. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus présente aussi dans des séries, des films. Exactement. Donc, vous faites l'actrice. Je fais l'actrice par défaut. Je fais l'actrice parce que je n'arrive pas à reprendre l'antenne pour exercer... Donc, ce qui vous motive. Le reste, on va dire, bon, c'est cet univers de glam, de paillettes, etc. C'est de l'alimentaire. C'est de l'alimentaire. Et encore, je ne fais vraiment pas dans le glam en faisant l'actrice, parce que alors c'est d'ailleurs pour ça que je ne tourne pas constamment. Je fais deux
deux projets par an, maximum. Hein. Là, par exemple, au moment où je vous parle, je n'ai rien cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'accepte que des scripts sur lesquels mes rôles sont mis en avant et mettent en avant la condition féminine ou expliquent un peu toutes ces contradictions qui font aussi partie de notre Moudawana. D'accord. Donc en fait, c'est votre leitmotiv. C'est pour ça que vous n'êtes pas, vous êtes pas non plus, oui, ni partout, ni très présente aussi sur les réseaux. Parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes, enfin des personnes qui ont des milliers et des milliers de fans, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous avez toujours choisi. Vous avez aussi toujours limité. Vous êtes vrai, donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, non? C'est évident que je ne plais pas à tout le monde et je n'ai aucune envie de plaire à tout le monde, car tout le monde ne s'identifie pas à moi. Et il faut aussi de tout pour faire un monde. Nous vivons dans une démocratie. Maintenant, la seule chose qui me frustre aussi, c'est le fait d'avoir des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent et qui vous agressent. Au lieu d'essayer un peu, d'échanger avec vous, d'ouvrir des débats, car il n'y a qu'en débattant que l'on arrive à avancer et acceptant nos différences, mettons-nous autour d'une table. Parce que c'est aussi ça notre pays, c'est aussi ça le Maroc. Hein. Oui, nous représentons une minorité, mais nous sommes là. Mais je suis marocaine. Je viens d'où? Je m'appelle Kautsar Boudraja, je viens d'où? Il faut m'accepter en tant que telle aussi. Mais ils n'ont pas le choix et je me suis toujours dit que j'étais chez moi et personne n'arrivera à me retirer ce droit de me sentir chez moi, ce sentiment d'appartenance à ce pays, à cette culture. Alors qu'est-ce qui a fait de vous, Kautsar, une femme engagée, une femme militante? Quel a été le déclic au début? Est-ce que ce sont les injustices que vous voyez qui vous révoltent, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a fait que vous avez dit non, plus jamais ça, je veux pas subir, je veux le meilleur pour les femmes de mon pays? Oui, c'est mon quotidien en fait. Le simple fait de se balader dans la rue et de ne pas pouvoir le faire tranquillement. C'est-à-dire le harcèlement, par exemple la campagne stand-up, oui. vous avez vécu le harcèlement. Enfin, quand je dis vécu, voilà, c'est quelque chose que toutes les Marocaines ont vécu un jour ou un autre. On le vit constamment, quotidiennement, dans n'importe quelle configuration. Je le dis et je le répète. Je vis ça depuis que je suis célibataire, depuis que j'étais jeune, adolescente. Là, j'ai 37 ans, on m'aborde encore dans la rue. Quand j'étais enceinte, on ne m'a pas épargnée. Lorsque j'étais partie me recueillir sur la tombe de mon père, on ne m'a pas épargnée. C'est-à-dire que le sujet est très grave et a longtemps été banalisé. Et c'est même devenu un aspect culturel chez nous. C'est presque un automatisme, en fait. Et c'est très grave. Oui. À quel moment ça a été banalisé? À quel moment on a mis dans la tête des jeunes filles que c'était un privilège de se faire aborder dans la rue, pour ne pas dire se faire agresser? Et à quel moment certaines jeunes filles se vantent d'avoir été abordées durant tout un trajet avant d'arriver chez elles? Oui. Donc il y a une perte de valeur, là. Ah oui, non, mais c'est clair, il y a un travail. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le prix que payent les femmes pour accéder à l'espace public? Sans doute. C'est un passage obligé, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous parlez de votre famille, par exemple, les femmes étaient chez elles. Elles sortaient pour des raisons bien précises. Exact. Aujourd'hui, elles doivent sortir, aller faire leurs études, travailler, etc. Et donc, effectivement, il y a tout un pan de la société qui n'ont pas encore été éduqués à ce niveau-là. Et qui ne l'accepteraient peut-être pas. Jamais. Et quelles sont les autres injustices qui vous révoltent, Kautsar? Vous êtes aujourd'hui une maman. Vous avez fait le choix de la maternité. Exact. Parce que vous savez que c'est un débat aussi. Toute femme n'est pas bonne mère, forcément. Donc, comment ça se passe entre vos activités, votre rôle de maman? Est-ce que vous arrivez à concilier tout ça, à bien transmettre vos valeurs à Djibril? Écoutez, c'est un sujet qui est très sensible pour moi, et vous le savez, parce que vous saviez aussi que j'avais fait le choix d'être une maman célibataire. Une maman solo, oui. Exactement. Comme il y en a beaucoup et qu'on salue d'ailleurs. Exactement, et qu'il n'y a aucune raison pour se cacher ou pour ne pas l'assumer. Nous avons nos enfants, et puis c'est aussi une configuration nouvelle et moderne des familles. J'ai entendu que je faisais ce que je pouvais et non ce que je voulais. Alors, par rapport à son éducation, par rapport à tout, par rapport à ma présence aussi avec lui. Mon fils aujourd'hui est mon ami. Je lui dis tout le temps, maman est ta pote et toi tu es mon pote. Nous avons une proximité, lui et moi. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est peut-être la première fois que j'aborde ce sujet, c'est une proximité que je n'ai jamais eue dans ma propre famille. Donc, encore une fois, Kautsar qui s'oppose, qui refuse... Clairement. Nous n'avons pas été pris dans les bras, nous n'avons pas reçu de témoignages d'amour de nos parents parce qu'ils ne savaient pas faire ça. Maintenant, aujourd'hui, je fais... Si vous voulez, je n'ai pas forcément envie
de soigner mes blessures d'enfance avec mon fils, mais je me dis que j'aurais aimé aussi qu'on me prenne dans les bras, qu'on me dise que j'étais superbe, même si je faisais une bêtise, et que je comptais aussi dans cette famille, alors que nous étions 5, hein, il y avait ma mère, mon père et mon frère et ma sœur, et en plus j'étais l'aînée, donc on a fait tous les tests sur moi. D'accord. Donc là, avec Jibril, qui est un enfant unique, tous les jours je lui répète que je l'aime. Avant qu'il dorme, au réveil. Tous les jours, je lui répète que je suis fière de lui. Donc ça, c'est une notion qui est fondamentale. Oui. Et c'est vrai que l'amour n'est pas très présent, il n'est pas visible, contrairement à la violence. C'est clair. Qui est beaucoup plus, finalement, tolérée. D'ailleurs, vous avez participé aussi à la campagne L'Habsilla, qui a été faite par les Outlaws, parce que finalement, on sanctionne l'amour, mais pas la violence. C'est clair. Et c'est fou, parce que c'est contradictoire. Parce que des gens vont se lever pour nous pointer du doigt, hein. Nous qui défendons une cause noble, à mon sens, enfin, à mes yeux, en tout cas, je me lève pour défendre les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de moi. Alors on me dit souvent, vous faites ça parce que vous avez des problèmes de riches. Mais que vient faire le statut social dans ce débat? Oui, vous faites ça, vous êtes pas moderne, vous n'êtes pas marocaine. Non, je suis marocaine, je suis moderne, je suis très attachée à ma culture. Et si demain il faut aller militer pour le port du voile, je le ferai aussi. Parce que c'est ainsi que je conçois les libertés individuelles. Que chacun soit libre de faire ce qu'il fait. C'est un tout. C'est un tout. L'activisme en soi n'est pas une question personnelle. On ne s'indigne pas pour nous. Ce n'est pas personnel. On le fait pour les gens qui nous entourent, pour des causes pour l'injustice aussi, et puis on le fait pour les générations à venir. J'ai ce sentiment d'appartenance comme je l'ai dit, à cette minorité qui veut parler de ce genre de sujet. Je ne peux pas faire semblant que tout se passe bien. On ne peut pas dormir, se réveiller, travailler et prétendre avoir une vie superbe ou ne pas être concerné par les choses qui nous entourent. Ce n'est pas possible. Et ça veut dire que l'on se voile la face. Et puis, quelle serait notre mission dans la vie? Donc il faut jouer son rôle de citoyenne. Mais pleinement. Quel que soit. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes, les détracteurs qui disent, bon, vous êtes finalement quelqu'un qui est considéré comme un mannequin, donc c'est quelque chose, enfin mannequin, cinéma, etc. Vous êtes belle, vous êtes une personnalité magnifique et on va vous cataloguer parce que vous êtes justement comme ça, que vous n'avez rien à faire dans le discours féministe ou militant engagé. Est-ce qu'il y a une contradiction ou bien qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Écoutez, je leur dis que de toute façon, je peux parfaitement porter un décolleté et porter un col roulé en même temps. Donc, nous mettre dans des cases pour nous retirer notre droit de nous exprimer et essayer de jouer sur notre crédibilité ne vous fait pas avancer non plus. Par contre, vous faire réagir me fait du bien. Vous me voyez, ça me suffit, ça me va. Donc, c'est aussi une façon de véhiculer quand même des messages. Bien sûr. Par une attitude, non? Mais bien sûr, mais parce que, regardez, de toute façon, lorsqu'on arrive quelque part, on arrive avec ce qu'on est. C'est pas un rôle que l'on joue. Je ne vous parle pas de cet activisme un peu tendance en ce moment, là où... c'est ce que j'appelle l'activisme Instagram et TikTok. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être engagés, hein, pour pouvoir... Ben non. Parce que j'ai toujours dit que l'engagement devrait se traduire dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites tous les jours lorsque vous n'avez pas votre téléphone? Qu'est-ce que vous faites avec votre concierge, avec votre personnel, avec vos collègues, avec vos amis? Qu'est-ce que vous faites? Il faut une cohérence, en fait. Quand on est engagé, il faut être cohérent avec soi. Mais je dis souvent que c'est une hygiène de vie aussi. Ça doit faire partie d'une routine. C'est-à-dire on mange, on dort, on travaille, on s'indigne. On mange, on dort, on s'indigne. Ce n'est pas un fonds de commerce, en tout cas. Ça ne devrait pas l'être. C'est minable. Je trouve ça minable de jouer sur ça. Parce qu'on voit pousser des petits champignons, là, dernièrement. Et je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne devrait pas rigoler. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre de jouer. Et avec lesquelles on ne devrait pas jongler. Alors, quand cette émission touche à sa fin, malheureusement, on avait beaucoup de choses encore à aborder. J'avais préparé beaucoup de questions, mais bon, le temps nous manque. Et je te pose la dernière question. Donc l'émission s'appelle Horat. Qu'est-ce que pour toi la liberté? Et en quoi elle est importante? C'est une quête. J'ai toujours été à la quête de liberté. Et
Et vous avez été parmi les gens qui m'ont initié à cela, à la réflexion, à travers vos éditos mensuels, je m'en rappelle très très bien, à travers des termes que vous utilisiez à l'époque. Et je me rappelle aussi que j'étais obligée d'aller prendre un dictionnaire pour comprendre un peu ce que voulait dire ce mot. Et puis je trouve que c'est super aussi d'être à la recherche de liberté dans les petits détails de la vie. Avant, j'étais focus sur la liberté des femmes. Aujourd'hui, je suis aussi concernée par la liberté des mamans célibataires qui veulent voir évoluer leurs enfants dans un environnement adéquat et qui veulent aussi avoir la main sur leur éducation et sur tous les sujets qui les concernent. Donc oui, tous les jours, je me réveille en me disant avançant. Voilà, c'est une quête, comme vous dites. C'est clair, c'est clair. Le jour où on y parvient, c'est bien. J'espère qu'on sera là. Exactement. En tout cas, Kao, merci encore pour votre participation à cette émission. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole. C'est un minimum parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, je rappelle que vous êtes égérie d'une grande marque de cosmétiques, vous êtes actrice aussi, vous jouez dans pas mal de films, de séries, mais que vous êtes et vous considérez d'abord comme une femme. Exactement. C'est un full-time job, je dis ça. De médias, de journalisme, et j'espère que vous aurez du succès dans une prochaine émission. Et j'espère vous recevoir en premier. Vous me faites la promesse d'être ma première invitée ? Je le serai. En tout cas, je le fais aussi parce que le fil conducteur de Kao Bodraja, c'est l'engagement. Vous êtes une femme engagée, vous êtes une femme entière, vous êtes parfois, on vous reproche vos accès de colère, etc., mais vous êtes quelqu'un d'entier, vous avez une personnalité qui est très très forte. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie. Pour vos activités. Merci. Merci encore. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.